Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette soirée. Peut-être quelques mots pour essayer de la contextualiser. Euh, Au cours de ces derniers mois, on a fait à l'Université de Genève tout un travail grâce notamment au recteur de l'Université de Genève qui vient de nous rejoindre, M. Yves Fluquière, pour permettre l'inclusion des étudiants TSA. Et donc, ça a été la continuation d'un engagement de l'Université de Genève avec une formation en autisme, des MOOC, un partenariat privilégié entre notre Fondation pour l'autisme et l'Université de Genève, et finalement ces aménagements TSA de l'université. Et puis, par hasard, on a eu tout un échange sur ce cycle de conférences avec Joseph Chovanec. Et lorsque j'ai dit à Joseph, mais toi, tu as envie de parler de quoi? Il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit de l'inclusion des étudiants autisme. Et c'était le cri du cœur. Alors, je me suis dit, il faut absolument que deux personnes puissent prendre la parole. Notre recteur de l'Uni, parce que je voudrais vraiment le remercier et lui donner la possibilité de s'exprimer au nom de l'Université de Genève. Et notre recteur m'a dit que son temps était compté aujourd'hui, qu'il y a une séance qui a largement dépassé, donc il va juste faire l'introduction, il ne fera pas le discutant. Et ensuite, je passe la parole à Joseph pour son intervention. Yves, à toi. Cher Stéphane, chers participantes et participants, c'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Puis une très grande frustration, je dois l'avouer, parce que malheureusement, je ne pourrai pas assister à la suite de vos discussions, la présentation de Joseph. Et je le regrette infiniment parce que ces questions effectivement liées à l'inclusion, à l'intégration de populations diverses au sein de notre université, est un point vraiment stratégique de notre plan stratégique de l'Université de Genève. Il y a encore une série d'actions importantes qui doivent être prises pour que ces actions soient adaptées au public qui est le nôtre. Il nous faut absolument connaître effectivement ce public dans les difficultés qu'il peut rencontrer au sein de notre institution. Il faut connaître effectivement aussi les mesures les plus efficaces pour permettre cette intégration et surtout une politique de non-discrimination à l'encontre de l'ensemble de notre communauté. Je suis infiniment reconnaissant au professeur Eliès pour tout le travail qu'il réalise autour de l'autisme, avec, comme il l'a dit et répété, des formations de MOOC qui ont été extrêmement importantes. Et je crois pouvoir dire que notre institution, grâce à Stéphane et à toutes les personnes qui sont aussi autour de cette conférence, est en pointe dans ce domaine au niveau des universités dans le monde. Donc, il s'agit effectivement de pouvoir remercier tout d'abord les personnes qui travaillent pour intégrer cette dimension dans notre stratégie. Je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et la question de l'insertion professionnelle, de l'intégration de l'ensemble de nos étudiants dans le marché du travail est une question tout à fait cruciale. Je pense que si l'Université de Genève n'arrive pas à assurer une insertion professionnelle la meilleure possible pour l'ensemble de nos étudiants, nous n'aurons pas accompli la mission qui est la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très reconnaissant à Joseph d'avoir choisi cette thématique parce qu'elle est extrêmement importante et je pense que j'attendrai maintenant vraiment de votre discussion de ce soir des propositions très concrètes. Je sais qu'elles vont arriver. Joseph, sans doute, on aura une série à nous proposer. Et vraiment, c'est le regret que j'ai de ne pas pouvoir être avec vous jusqu'au terme de cette discussion, mais les remerciements pour avoir mis à l'ordre du jour cette thématique. Merci beaucoup, Stéphane. Et sans plus tarder, je pense qu'on peut passer maintenant à Joseph, la parole à Joseph. Je crois que toutes et tous, on attend ce qu'il a à nous dire sur cette question. Peut-être, Stéphane, je te passe d'abord la parole et je resterai un petit moment avec vous parce que c'est vraiment trop frustrant que simplement de faire des salutations et de disparaître derrière l'écran ensuite, comme ce sera le cas pour moi. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Merci Yves. Donc Joseph, je ne sais même pas s'il faut encore l'introduire parce que tu es une véritable légende, en tout cas
à Genève, dans le MOOC auquel tu as aussi participé. Hein. Tu étais un des intervenants de ce MOOC. Et donc, bien sûr, Joseph, pour ceux qui ne le connaissent pas, est philosophe, écrivain. Il est vraiment militant pour la biodiversité humaine, mais un militant avec beaucoup de sensibilité, de respect pour que chacun trouve sa place. Et donc, je suis extrêmement heureux de pouvoir te passer la parole sur ton sujet favori aujourd'hui, où tu nous parles du reste de l'Université catholique de Louvain, où tu es en ce moment, où précisément tu travailles sur le domaine de l'inclusion des étudiants à l'Université de Louvain. À toi, Joseph. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très touché de pouvoir partager ce temps avec vous. Merci pour votre présence et en particulier, bien entendu, merci à Monsieur le recteur d'avoir su dégager un peu de son précieux temps pour nos échanges de ce soir. Alors, peut-être une première remarque que je dirais de façon quelque peu amusée, mais c'est une remarque à mon avis relativement profonde. L'université, historiquement, était le lieu des gens bizarres. On pourrait en parler très longuement. Si vous vous intéressez au profil des universitaires, des professeurs par exemple, ou des étudiants au Moyen Âge, vous aurez des surprises. Ce n'étaient certainement pas des gens entre guillemets, comme les autres. Et ce n'est pas une sorte de flatterie, parce qu'au contraire, les universités, pendant longtemps, étaient des lieux mal vus, mal famés, oui, j'ose le terme, même si ça peut surprendre un peu, et à tel point d'ailleurs que les autorités dans beaucoup de pays européens se sont senties obligées de prendre des mesures pour protéger cette population fragile. C'est tout à fait étonnant. On n'a pas cette habitude de voir sous cet angle l'histoire lointaine des universités européennes, mais il y a un certain profil humain qu'aujourd'hui on aurait labellisé sous différents types de handicap, maladies ou que sais-je, quoi, qui peuplé, voire peut-être même qui a contribué grandement à créer ce qu'aujourd'hui on appelle l'université. Donc, peut-être rendre l'université inclusive, ce n'est pas forcément un bouleversement cosmoplanétaire. Peut-être qu'au contraire, il pourrait s'agir d'une sorte de remise de l'université à sa vocation première, quoi, ça, c'est déjà une première remarque. Une deuxième petite remarque générique, si j'ose me permettre, sans être trop long. Les introductions longues sont toujours embêtantes, pour ne pas dire plus. Une deuxième remarque générique peut être que dans le monde de l'autisme, cette fois, nous avons une très fâcheuse habitude contre laquelle nous devons essayer de lutter, même si ce n'est pas facile. Cette habitude, c'est de ne voir l'autisme que sous le profil de l'enfance. Voyez, quasiment toutes les formations, quasiment toutes les, je dirais, publications scientifiques ou populaires sont axées autour du paradigme de l'autiste enfant. Voyez, à tel point d'ailleurs que quand on prononce le mot autisme, qu'on le veuille ou non, on pense à un enfant. Ou alors, un enfant, je dirais par extension, c'est-à-dire quelque chose comme un ado ou un très jeune adulte. Alors bon, certes, il n'est plus techniquement un enfant, mais il est assimilé tel, c'est-à-dire qu'il y a des parents à proximité, il est logé, nourri, blanchi ou presque, et puis on va dire que sa marge de manœuvre ou de décision n'est pas forcément totale. Donc ce paradigme de l'autiste enfant ou alors enfant étendu, c'est véritablement ce autour de quoi l'univers de l'autisme s'est construit. Envisager l'adulte autiste, ce n'est pas chose facile. Et on se rend compte que même des professionnels parfois éminents, des professeurs pour lesquels j'ai le plus grand respect, ne savent pas imaginer l'autisme autrement que durant l'enfance. C'est un point tout à fait majeur et cela pose des questions tout à fait essentielles, y compris dans le monde universitaire. Par exemple, la question de l'autodétermination, dans quelle mesure, oui ou non, est-ce que la personne doit
avoir la maîtrise de son destin, quoi. C'est une question fondamentale. Également, j'allais dire, il y a la question très spécifique de ce que j'appellerais les grands adultes. Alors, grand adulte, c'est peut-être un terme étonnant, mais je veux dire par là des adultes qui n'ont plus forcément leurs parents à proximité. Vous voyez, donc schématiquement, quelqu'un qui a 18 ans, à mon avis, n'est pas grand adulte, sauf cas très spécifique, hein. Mais quelqu'un qui a 40, 50 ans, en général, est plutôt dans cette catégorie-là. Concernant les gens autistes, hein, je vais être peut-être un peu cru, hein, dans mon propos, hein, je vous prie de pardonner cela. Concernant les personnes autistes, il faut accepter l'idée de la personne autiste qui n'est plus jeune, qui n'est plus, on va dire, entre guillemets, sexy, quoi, hein, et qui ne correspond pas forcément à ces standards de l'enfant mignon, hein, que l'on adore avoir chez soi, quoi, hein, vous voyez. Les adultes autistes ont souvent traversé des phases extrêmement complexes, hein. Il y a beaucoup de gens autistes qui ont été à la rue, il y a beaucoup de gens autistes qui ont vagabondé de façon bizarre à travers le monde. Il y a ce parcours complexe, hein, qui n'entache nullement les aptitudes intellectuelles ou autres de la personne, hein, mais avec lesquelles il faudra compter, hein, avec des parcours d'inclusion qui devront peut-être être faits sur mesure, hein, par rapport à cette pluralité des profils de l'âge adulte. Voilà, si vous le voulez bien, c'est quelques deux réflexions, ces deux points introductifs plus génériques. Entrons peut-être dans le vif du sujet, sur la question de l'inclusion. Je me permettrai, en étant relativement peut-être sec, hein, tout d'abord de dire que certaines initiatives n'ont pas été couronnées de succès. Il y a eu un certain nombre d'initiatives à travers le monde. Je me garderai bien entendu par courtoisie de nommer ou de désigner du doigt, hein, telle ou telle université. Ce n'est absolument pas l'objectif. Mais je crois que, comme dit l'adage, le sage, c'est celui qui apprend des erreurs des autres, hein. Donc, peut-être que nous pouvons avoir à l'esprit certains des petits couacs, hein, qui ont eu lieu à travers le monde en matière d'inclusion universitaire, hein, des gens autistes. Alors, un premier petit couac, si j'ose le dire, c'est lorsque on a, pour ainsi dire, misé sur uniquement certains profils de gens autistes. Je m'explique. La tentation peut être grande de, par exemple, ne chercher qu'à attirer des gens qui, certes, sont autistes sur un plan médical, mais qui fonctionnent pour l'essentiel comme des non-autistes, hein. Et il y a cette tentative, cette tentation-là, hein, dans un certain nombre d'environnements, quoi, hein, pas que universitaires, hein. Pour le dire un peu plus crûment, je veux bien des autistes, mais tant qu'ils ne sont pas trop autistes, quoi, hein, voilà. Et cette tentation, elle est associée à la croyance qu'une petite catégorie d'autistes, ceux qui ne le sont pas trop, hein, entre guillemets, pourraient peut-être entrer à l'université ou entrer dans la société, pas les autres, quoi, hein. Cette croyance-là, en vérité, elle mène à toutes sortes de problèmes, hein, parce que j'en suis convaincu, ce sont parfois les personnes les plus exclues, ceux qui paraissent les plus bizarres, qui en vérité pourraient le plus apporter à l'université. Alors, bien entendu, on peut avoir en tête l'image de Stephen Hawking. Bon, ça c'est un peu une sorte de sainte icône, hein, mais dans la pratique et dans la vie quotidienne, je me rends compte que certains des étudiants les plus lourdement handicapés, en vérité, ont les profils les plus adaptés à l'université. C'est tout à fait étonnant. Et on pourrait argumenter longuement sur cet apparent paradoxe. Deuxième petite erreur, si j'ose dire, hein, c'est l'approche de l'inclusion par le business, hein. Ça a été tenté dans certaines universités américaines, hein. Vous entrez sur le site web de telle ou telle grande université, célèbre université américaine, et vous verrez toutes sortes de programmes spéciaux autisme. Le site est luxueusement fait. Vous vous dites, ah, là, je suis au paradis, quoi, hein, voyez. Alors, la seule difficulté, si j'ose dire, c'est qu'il s'agit d'un programme très commercial, hein, qui a
pour objectif premier d'offrir, par exemple, un logement de sorte de qualité, mais extrêmement cher, et qui d'ailleurs accueille essentiellement des étudiants qui ne sont nullement autistes, mais qui proviennent, on va dire, d'une famille d'un certain, on va dire, standing social, quoi, hein, voyez. Et donc, il faut se méfier, je dirais, de ces surcommunications qui peuvent exister, hein, dans certains lieux du monde, alors essentiellement dans certains pays anglo-saxons, quoi, hein, mais pas que, hein, voilà, et qui mettent un petit peu trop en valeur, hein, des tentatives d'inclusion qui ne sont pas réellement abouties et qui, de fait, ne profitent pas réellement à la plupart des personnes autistes, hein. Ça, c'est peut-être une deuxième restriction. Une troisième peut-être restriction, c'est une critique du modèle ou de la tentative d'action qui a été menée en France notamment, hein. Ce sont des actions par la bureaucratie, hein. L'idée est donc de créer toutes sortes de strates d'organismes bureaucratiques qui assureront ou assureraient l'inclusion. La vérité n'est pas celle-là, hein, et qu'au contraire, hein, lorsque, par exemple, on pense que c'est la fameuse mission handicap, la traditionnelle dans les universités françaises, la mission handicap qui assurerait l'inclusion, de facto, ce n'est pas ce qui se passe, parce que cette mission, elle est principalement cantonnée ou exclusivement cantonnée aux activités administratives, hein. Or, j'allais dire, un étudiant différent essentiellement s'occupe d'autre chose que de remplir son dossier en début d'année, hein. Si c'est ça la teneur de son année, c'est assez triste, hein, je trouve. Enfin, bon, on pourrait en parler longuement. Derrière les quelques phrases que parfois j'assène de façon peu diplomatique, il y a néanmoins malheureusement un certain nombre de cas concrets, quoi, hein, voilà. Alors, autre petite remarque, je crois, qui n'est pas forcément le meilleur exemple, qui pourrait même être une sorte d'échec, c'est la tentation de réaliser l'inclusion par uniquement des outils numériques. Voyez, il y a eu certaines universités, hein, dans le Benelux, hein, certaines universités fortunées, hein, qui se sont dit on va réaliser l'inclusion en mobilisant des millions, quoi, et pour créer par exemple des applications de smartphones, hein, qui seraient parfaitement inclusives. En vérité, ça n'a pas marché, hein, parce que j'en suis convaincu, l'inclusion, hein, c'est avant tout une histoire de milliers d'heures de travail humain. Voyez. Et il faudra, hein, que l'étudiant autiste, on parle d'autiste ici, mais bon, ça peut être pour toutes sortes de particularités, il faudra que l'étudiant puisse avoir des milliers, peut-être des centaines d'heures d'accompagnement humain. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre dans la vie. Aucune application, même très luxueuse, hein, sur votre smartphone, ne pourra réaliser cette inclusion, quoi. Ça me semble tout à fait crucial. Et puis peut-être, si j'ose le dire, hein, un dernier regret ou dernière, si j'ose dire, erreur, hein, qui a été commise, c'est l'inclusion par le saint coaching, hein. Vous voyez, il y a une sorte de religion actuellement qui prône que le coaching c'est l'alpha et l'oméga de l'inclusion, quoi, hein. Pour caricaturer un petit peu l'idée, hein, je sais que je suis un peu méchant dans mes caricatures par moment, mais l'idée du coaching, hein, de la religion du coaching, ce pourrait être, vous prenez un autiste, vous lui donnez 2000 heures de coaching et il sera non autiste. Voyez? Est-ce que c'est vrai? Voyez? Avec toute l'affection que j'ai pour ma sœur, hein, peut-être une anecdote. J'ai une sœur, hein, qui officiellement n'est pas autiste, mais bon, bref. J'ai une sœur qui est prof de japonais, quoi, hein. Alors, évidemment, elle connaît toutes les subtilités de la langue, de la grammaire, de la culture japonaise, enfin, que sais-je, quoi, hein. Ceci étant, je pense que si on évaluait ma sœur sur des critères purement japonais, elle se ferait battre à plat de couture par un japonais moyen. Voyez? Ah. Donc, avec tout le respect dû et l'affection due à ma chère sœur, quoi, hein, je me dis que prétendre rendre les gens, entre guillemets, normaux
par je ne sais combien de centaines ou de milliers d'heures d'apprentissage, je suis quelque peu dubitatif, hein. Et donc, dans le monde de l'inclusion, dire que, bon, il est autiste, donc il est exclu, mais si on le coach bien, hein, il sera un autiste, comme on dit un peu pour s'amuser entre nous, skillé, hein, c'est-à-dire qu'il a les social skills, hein, un autiste skillé, quoi, hein, et puis tout ira bien, on ne le verra même plus qu'il est autiste, hein. Bon, si vous aimez les anecdotes, parfois ça permet de fixer les idées. Il y a un certain nombre d'années, je vivais en Iran, hein, je travaillais à l'université de Téhéran, j'avais des amis ayatollahs, un des vrais, quoi, c'est pas une blague, hein, un des amis à qui on pouvait rire et raconter toutes sortes d'anecdotes. Une fois, j'avais demandé à l'un de mes amis ayatollahs, connaît-il des apostats, hein, donc c'est-à-dire par exemple si vous êtes musulman mais que vous abandonnez l'islam, hein. Il m'avait répondu, il n'y a pas de problème tant que les autres ne le voient pas que tu as apostasié. Je trouvais sa réponse extraordinaire, quoi, hein. Et donc je me dis, est-ce qu'avec l'autisme, ce n'est pas un peu pareil? Ah, j'aime bien les autistes, mais bon, tant que ça ne se voit pas, hein, s'il vous plaît, quoi, hein. Et donc, il y a cette position, hein, qui, à mon avis, me semble embêtante. Alors, ça, c'est un peu la partie négative, hein. Alors, je vais, si vous voulez bien, esquisser quelques pistes de réflexion, mais le plus intéressant sera notre discussion juste après, hein. Je ne veux pas monopoliser le temps par mon long bavardage. Ce qui me semble intéressant, c'est premièrement de se rendre compte que dans une université, il y a des études, il y a des parcours d'études qui sont naturellement plus ouverts, plus accueillants pour des étudiants autistes que d'autres. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est de rendre toute l'Uni davantage inclusive, hein, ça c'est certain. Mais soyons réalistes, il y a des choses qui seront plus faciles que d'autres à l'étape où nous sommes, c'est-à-dire relativement au début du processus. Je vous donne deux exemples. Si vous faites des études de management général, vous aurez combien d'étudiants dans la salle? Je crois que ce sera relativement compliqué de rendre cela parfaitement inclusif pour des étudiants autistes, y compris en termes de stage, y compris en termes de devenir professionnel à long terme. Par contre, si vous prenez par exemple le fameux cours de vieil éthiopien, où vous êtes seul avec le prof, peut-être que là, il y a des choses qui peuvent être déployées de façon plus concrète, immédiate et efficace. Sans oublier que le prof lui-même, en général, a quelques particularités, hein. On ne devient pas prof de ce genre de choses par hasard, quoi, hein. Si vous consacrez votre vie à l'ougaritique ou à vieil acadien, c'est que probablement, vous savez, quelques particularités. C'est très bien, hein, loin de moi l'idée de me moquer, hein. Je moi-même, hein, disons, quelques lourdes tendances dans un domaine. Mais ce point-là, hein, concret, hein, on peut réfléchir avec un nouvel étudiant ou un futur étudiant, concrètement, qu'est-ce qu'on va apprendre, hein? Et je me dis qu'on peut tout à fait orienter, hein, l'étudiant vers une voie qui sera spontanément beaucoup plus accueillante, quoi, hein. Alors, une petite réflexion à ce niveau-là autour des facultés de théologie. Alors, je sais que c'est un vaste débat, quoi. L'université où je travaille, donc l'université de Louvain, a une faculté de théologie, quoi. À mon sens, la faculté de théologie, c'est celle ou quand vous êtes bizarre, ben vous passez pour normal, quoi, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Si vous faites, par exemple, des études de physique, hein, en première année, excusez, mais si vous êtes en première année et que vous avez 23 ans, ben vous êtes vieux, hein. Et rien qu'à cause de ça, les autres étudiants se moqueront de vous. Vous aurez du mal à vous faire accepter parce que oui, quand on a 18 ans, on considère quelqu'un qui a 23 ans comme vieux, quoi, hein. Donc, rien qu'à cause de ce facteur-là, vous serez quelque peu en difficulté d'inclusion. Par contre, en faculté de théologie, non, il y a tous les âges, quoi, hein. La bibliothèque de théologie, il n'y a personne. Vous êtes face à l'éternité avec les bouquins, quoi, hein, vous voyez. Donc, les bibliothèques bondées bruyantes, hein, c'est peut-être dans certains types d'études, hein, pas tous, hein. Donc, ça, c'est un premier petit point de réflexion. On peut peut-être commencer
par bétonner l'inclusion dans certaines niches, quoi, hein, certains parcours très spécifiques au sein de l'université. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me semble très important, il faut, pour que l'inclusion soit faite, que ce soit dans une université ou une entreprise, que le sommet, hein, que le grand boss ou que les hauts échelons de l'université soient présents dans l'aventure, quoi, hein, voyez, c'est très important. L'inclusion ne peut pas, excusez de le dire comme ça, l'inclusion ne peut pas être faite par des troisièmes couteaux, quoi, hein, voyez. Il faut avoir une très forte application du sommet. D'ailleurs, ce que je viens de dire là, ce n'est nullement spécifique au handicap, hein. Dans toutes sortes de domaines d'inclusion, que ce soit la question LGBT, la question féministe, d'autres questions encore, hein, ces points-là ont été parfaitement clarifiés il y a longtemps déjà, quoi, hein. Il faut qu'il y ait, c'est ce que l'on vous dit dans tous ces domaines-là, il faut qu'il y ait au plus haut niveau, par exemple, un conseiller spécial du recteur, enfin, peu importe la terminologie ou la titulature, hein, mais en tout cas, des personnes qui pourraient, je dirais, être dans une position suffisamment forte, voire, pardonnez le terme, élevée, hein, puisqu'on parle de hiérarchie, hein, quand même, hein, sociale, hein, qu'on le veuille ou non, pour, par exemple, représenter un point de contact, un point d'appui, y compris en situation difficile. Et les difficultés surgiront quoi que l'on fasse, hein, c'est parfaitement humain, il y aura des difficultés, hein. Donc, je veux dire, cette idée que le top management soit de la partie me semble assez essentielle. Alors, cela amène peut-être par voie de conséquence logique le troisième point, hein, pour les acteurs concrets de l'inclusion, hein, que l'on les appelle comme ceci ou comme cela. En Belgique, ce seraient les accompagnateurs pédagogiques, mais peu importe le terme, hein, pour que les acteurs de l'inclusion puissent réaliser leur travail, hein, au quotidien avec les étudiants. À mon avis, premièrement, il faudrait éviter de faire uniquement appel à des étudiants. Pourquoi? Parce que quelle sera la marge de manœuvre d'un étudiant, d'un camarade étudiant, même excellent sur le plan humain, par rapport à un grand professeur ou par rapport, je ne sais pas, à quelle autorité académique? Voyez? D'autre part, les étudiants sont tous très occupés au même moment, quoi, hein. Donc, au moment où vous aurez le plus besoin d'aide, à manque de chance, hein, votre soutien étudiant ne sera plus là. Voilà, ça c'est fâcheux, quoi, hein, voyez. Et puis également, peut-être autre point, il faudra envisager pour que ces travailleurs d'inclusion soient efficaces des rémunérations. Or, par exemple, imaginons qu'on rémunère exclusivement d'autres étudiants. Si on les rémunère pour prendre des notes, donc vous aboutirez à des situations cocasses où dans un même cours, certains étudiants qui prennent des notes le feront gratuitement et d'autres qui prennent des notes le feront de façon rémunérée. Voyez, hein? Et il y aura sans doute aussi quelques petites choses surprenantes qui se passeront. Malheureusement, c'est l'expérience qui parle, hein, voyez, bon, bref, il y aurait des choses à dire. Donc, ne pas compter sur l'inclusion uniquement par les étudiants. À mon avis, le bon échelon, le bon acteur de l'inclusion, ce pourrait être les profs eux-mêmes, quoi, hein, voyez. Donc, les profs pourraient avoir, hein, c'est un petit peu ce qui se passe plus ou moins de façon parfaite, hein, mais dans le système juridique belge du moins, c'est ce qui est prévu. C'est que les profs, par exemple, soient, par exemple, profs à mi-temps, et que l'autre mi-temps soit consacré à leur statut de travailleur de l'inclusion, par exemple accompagnateur pédagogique, hein. Donc, il y a une parité de statut entre le statut de prof et le statut, on va dire, de travailleur de l'inclusion. Pourquoi ça me semble très intelligent, très stratégique comme décision? Parce que cette personne-là sera reconnue, respectée par les collègues profs. Et pour cause, c'est un prof, comme les autres. Voyez? Et d'autres choses, d'autre part également, vous n'aurez nul besoin de, je dis, fouiller terre et mer pour essayer de trouver les bons acteurs, les bons collaborateurs. Si, j'allais dire, le statut
est aligné avec le statut de prof, vous avez spontanément d'excellentes candidatures, quoi, hein. Moi, ce qui me frappe, il m'arrive parfois de regarder les profils des candidatures pour ces postes, c'est-à-dire de travailleurs d'inclusion, hein. Je suis frappé, hein, par la qualité, hein, des candidatures, quoi, hein. D'ailleurs, le type de recrutement est à parité avec celui des maîtres, des professeurs assistants, quoi. Vous voyez, donc c'est tout à fait étonnant. Le secteur du handicap peut être très attractif, hein, pour toutes sortes, on va dire, de professionnels ou futurs professionnels, si on réfléchit correctement à la question du statut. Donc ça me semble tout à fait central, quoi, hein. Autre petit point aussi, il y a la question qui va se poser inévitablement, est-ce qu'il faut inclure des étudiants autistes ou est-ce qu'il faut inclure des étudiants différents ou différents sur le plan du handicap? Voyez? Est-ce qu'il faut faire des actions d'inclusion uniquement pour les autistes? Alors évidemment, dans le petit monde de l'autisme, on a tendance à dire, mais bien sûr, quoi, hein, on est les meilleurs, hein, on peut avoir ce genre de réflexe presque de clocher, quoi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réaction. Et ce pour plusieurs raisons. Une première raison pourrait être que beaucoup de gens autistes, en vérité, ont d'autres diagnostics. Et même des gens, pardonnez le terme, caricaturalement autistes, quoi, hein. Vous avez des étudiants, vous voyez à 200 mètres que c'est un autiste vraiment, vraiment bien comme il faut, hein, si vous me passez la tournure, quoi, hein. Mais cette personne est, par exemple, officiellement enregistrée comme étant dyslexique. Voyez? Donc, si, j'allais dire, on restreint le champ de l'activité d'inclusion à certains, j'allais dire, à certains labels médicaux, hein, il y aura toutes sortes de déformations, hein, du champ d'action. Hein, ça me semble inévitable et très fâcheux. Et à l'inverse, vous aurez aussi, hein, pardonnez, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, vous aurez toutes sortes de gens, hein, qui, pour bénéficier des mesures d'accompagnement, de soutien, essaieront désespérément d'avoir le diagnostic qui, à un moment donné, est le diagnostic qui est accepté, qui ouvre la porte vers telle ou telle chose, quoi, hein. Vous voyez un petit peu, hein, sans entrer forcément dans le détail, ce qui se passe dans un certain nombre d'écoles, hein. Je pense, j'ai quelques noms en tête en Suisse avec les enfants dits HP, quoi, hein, voyez. Est-ce que les enfants en question sont tous réellement HP ou bien est-ce qu'ils sont HPF au potentiel financier, quoi, hein? C'est une question que, voilà, que parfois on se pose, hein, mais bon, bref, ça c'est un autre débat encore. Donc, à mon avis, restreindre l'activité de l'inclusion uniquement à un certain vivier, hein, d'autistes labellisés, ce n'est pas forcément la bonne façon. Ajoutez-y aussi que vous avez des gens qui ne sont pas autistes. Je pense par exemple à des personnes IMC, mais qui pour différentes raisons ont un mode de fonctionnement tout à fait autistique. Je m'explique. Imaginons vous êtes une personne IMC, infirme moteur cérébral, hein, grave. Votre mobilité est très faible, vous ne pouvez pas lire, hein. Qu'allez-vous faire de vos soirées? Vous ne pourrez pas participer aux festivités étudiantes, hein, ça c'est certain. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter à la synthèse vocale des livres. Et quels livres? Les livres gratuits, évidemment, donc les grands classiques, classiques espagnols, etc. Vous deviendrez spécialiste de la littérature classique espagnole, anglaise et allemande, enfin, que sais-je. Voyez? Et de facto, à force d'avoir ce régime de vie depuis des années, vous aurez des centres d'intérêt quasiment autistiques, quoi, hein. C'est tout à fait étonnant, hein. Donc, l'être humain est beaucoup plus riche, hein, que, on va dire, certaines catégorisations trop rapides, hein. La vision en noir et blanc, hein, n'est pas forcément la meilleure, à mon avis, quoi, hein. Voilà. Donc, peut-être réfléchir à une spécialisation, non pas par diagnostic, mais par type d'étude. Et c'est là peut-être que je trouve un coup de génie
que je trouve, je crois que ça a été dû au hasard, ça n'a pas été voulu, mais il y a un coup de génie dans la législation inclusive en Belgique que j'ai trouvé absolument frappant et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à exercer ce boulot-là parce que je ne suis pas belge d'origine, c'est que légalement en Belgique, vous ne pouvez travailler qu'avec un étudiant qui fait les mêmes études que vous-même vous avez faites. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est impossible ou il est interdit que, par exemple, votre serviteur travaille avec un étudiant autiste qui fait des études de maths. Pourquoi cela? Parce que si j'avais cette sorte de prétention, la seule chose que je pourrais lui dire, ce serait « Bonjour, comment ça va? Le café était bon ce matin. » Oh, je crois que ce n'est pas ce que l'étudiant attend de moi, quoi. Voyez? Et donc, peut-être que si on procède par faculté ou par spécialisation académique, plutôt que par label médical, peut-être que ça pourrait mener à des résultats intéressants. Bon, ce sont quelques réflexions, mais avant peut-être de clore mon bavardage, je proposerai encore un point qui me semble essentiel. On a tendance à l'université, comme par exemple dans l'entreprise, à ne voir les gens que pendant leur présence physique. Or, une personne, autiste ou pas, est avant tout une personne qui a un logement ou qui devrait en avoir, une personne qui a des questions de transport à gérer, c'est une personne qui a des questions de loisirs à gérer, l'apprentissage de l'autonomie. Ces questions-là sont fondamentales. Et si vous ne savez pas comment est hébergé tel ou tel étudiant, pardonnez, mais c'est que le travail d'inclusion n'est pas correctement fait, quoi. Il faut savoir comment telle personne est logée. Il faut savoir comment telle personne se déplace. Est-ce que cette personne-là sait s'acheter à manger? Vous pouvez être un génie cosmoplanétaire en mathématiques supérieures et ne pas savoir acheter un sandwich. Ce n'est pas une honte. Mais ces choses-là, on va les apprendre ensemble. J'ai une amie, Clara Ryan, qui travaille, qui finit son PhD à l'Université de Columbia à New York, donc justement sur ces sujets-là. Et donc, bon, d'ailleurs, ce serait une personne formidable à inviter, elle est francophone aussi. Et donc, Clara Ryan vous expliquerai comment on peut apprendre ces choses-là quand on est adulte. Dans son université, on propose des cours de ce que les Américains appellent domestic economy, donc où on apprend à faire son lit, où on apprend à remplir son frigo. Ce sont des choses très importantes à savoir. Il n'y a pas de honte à ne pas les savoir. Il y a des prix Nobel qui ne savent pas gérer leur frigo. Mais pour une vie d'étudiant réussie, ça me semble essentiel. Et également, la question des trajets. Vous pouvez être une personne très douée pour je ne sais quel type d'études, mais si vous devez voyager longuement avant d'atteindre votre université, il y aura quelques problèmes à prévoir. Voyez, la question des loisirs. Qu'est-ce que l'on propose le soir venu aux étudiants autistes? C'est une question de première importance. Et à titre personnel, j'ai la joie de participer à différents clubs d'activités pour étudiants autistes ou étudiants différents. Je crois que c'est non seulement un plaisir d'y être, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel pour la construction de soi. Et je tiens à insister aussi, puisque dans cette rubrique, sur la question des voyages, des trajets Erasmus. Voyez, il y a des budgets destinés à la mobilité des étudiants handicapés. Ces budgets sont bien plus importants qu'on ne le croit. Et en général, ils restent inutilisés. C'est très triste. Voyez. On pourrait véritablement proposer un fabuleux apprentissage à travers les pays, à travers les cultures. À ma très modeste échelle, la quasi-totalité de ce qu'il m'a été donné d'apprendre, je l'ai appris en voyage, dans toutes sortes de lieux. Et j'ose espérer que des autistes peut-être plus jeunes puissent avoir
toutes sortes d'opportunités de déplacement, de voyage. Et oui, on peut organiser des études, y compris pour des étudiants très lourdement handicapés. Et ça sera mon mot de la fin. Hein. Il ne faut surtout pas croire que seuls, entre guillemets, les fameux, excusez ce terme horrible, autistes légers, hein, donc ceux qui n'ont pas trop mangé de chocolat avant Noël, peuvent réussir des études. Hein. Non, il y a des personnes qui ont des handicaps particulièrement lourds qui peuvent réussir et qui peuvent peut-être mieux réussir que la moyenne des étudiants. C'est tout à fait étonnant. Hein. Et je crois avoir observé que plus une personne est lourdement handicapée, moins elle se plaint. Hein. Dès lors, je crois qu'on peut tout à fait imaginer des jobs à l'université, par exemple, coach de motivation, quoi, hein, pour gens valides, quoi. Hein. Il y aurait des boulots à imaginer pour des personnes de chez nous, hein, si vous me permettez de m'exprimer en ces termes. Voilà. Alors, c'était un petit laïus que je me suis permis de vous asséner, de vous affliger, mais je crois que le plus intéressant pourra être notre échange. Hein, toutes les questions, remarques, objections, critiques sont naturellement les bienvenues. Merci pour votre attention. Merci Joseph pour ces mots. Donc vous pouvez poser vos questions soit directement, soit à travers le chat et à ce moment, je vais essayer de faire une synthèse des questions pour les diffuser. Bon, ton intervention suscite beaucoup de questions chez moi. Hein. Peut-être des points que j'aimerais bien que tu clarifies. Bon, tu nous as montré finalement qu'il y a peut-être un intérêt à avoir une vision inclusive au sens large et pas forcément catégorielle pour la raison des comorbidités, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un bénéfice pour les personnes autistes de distinguer des supports autistes, des aménagements autistes, ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux rester dans quelque chose qui est... c'est pas une question de stigmatisation, mais de ne pas nécessairement expliciter que ce sont pour des personnes TSA. Avec évidemment le downside, c'est que ça ne permet pas forcément de s'adapter mieux aux spécificités de la personne autiste. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Et du reste, du côté des étudiants aussi, c'est une question que beaucoup d'étudiants ont. Est-ce que je dis ou pas que j'ai un TSA? Est-ce que j'en parle spécifiquement? Est-ce que je reste au niveau de la description simplement de mes difficultés? J'ai un problème d'élocution ou je suis quelqu'un de timide ou vraiment j'explicite ma particularité auprès des autres étudiants, auprès des profs, ou est-ce que ça va se retourner contre moi? Oui. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs, même beaucoup d'aspects dans la question, dans le propos. Merci de l'avoir dit, parce que c'est vraiment essentiel. Un premier point, à mon avis, vu la prévalence des personnes 10, hein, 10 au sens large, hein, à l'université, mais même dans les écoles, à mon avis, les supports, que ce soit support d'examen ou autre, devraient tous être imprimés en ayant en tête le profil 10. Ce n'est pas si compliqué que cela. Hein. Il y a quelques petits conseils qui existent et que, à mon avis, l'université devrait veiller à généraliser. C'est relativement facile à faire et donc, de façon, on va dire, non dite, l'université devient ainsi plus inclusive pour beaucoup de gens. Les meilleures mesures d'inclusion sont celles qu'on ne voit pas. C'est un peu ce qu'on dit à propos des aéroports. Hein. Les meilleures mesures de sécurité à l'aéroport, hein, en tout cas les plus efficaces, sont celles qu'on ne voit pas. À l'université aussi, hein, il y a des techniques de mise en page. Hein. Il y a des techniques, par exemple, de duplication des cours sur des supports numériques. Le fait qu'on communique les consignes par deux canaux, hein, un canal oral, on dit ce qu'il faut faire pour demain de façon orale, mais aussi par un canal écrit
Vous voyez, cette duplication ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pédagogie universelle. Alors, le terme pédagogie me gêne un peu parce que païs, paidos, c'est l'enfant, quoi, hein. Bon, ici, on parle plutôt d'adultes. Mais l'idée, je crois qu'on peut être de façon, on va dire, non dite, beaucoup plus inclusif à ce niveau-là, sans désigner qui que ce soit du doigt et sans qu'un étudiant, on va dire, dit valide, ne remarque qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, quoi, hein. Tout comme, par exemple, les rampes d'accès dans une gare servent essentiellement à des étudiants ou des personnes dites valides, hein. Ce même principe, cette même philosophie d'action peut être mobilisée. Par rapport à est-ce que je dis ou pas que je suis autiste, peut-être que ma position va surprendre, mais normalement, excusez, mais un professeur d'université, qu'il soit professeur de maths ou de psychiatrie ou de grammaire latine, devrait avoir un petit minimum de connaissances par rapport à l'autisme et par rapport à d'autres particularités très couramment présentes dans une université. Et donc, ça se voit, quoi, hein, vous voyez. Même si on n'est pas forcément un grand expert, à mon avis, il faudrait aboutir ou atteindre à un stade où le professeur, rien qu'en regardant ses étudiants, puisse deviner lequel est concerné par, mettons, l'autisme, lequel est concerné par ceci ou cela, et adapte un petit peu spontanément les choses. Tout comme, par exemple, si vous êtes un étudiant aveugle, avec votre canne blanche et votre chien guide, je crois que tout le monde comprendra que vous êtes aveugle, quoi, hein. Si vous avez besoin de montrer des attestations médicales que vous êtes aveugle, ça fait vraiment bizarre, quoi, hein. Donc, je crois par rapport aux principales particularités humaines, hein, les plus récurrentes, elles sont fréquemment présentes à l'université. Je crois que les professeurs devraient avoir une sorte de connaissance, compétence minimale, hein. Un système qui a été mis en place dans l'université où je travaille. Alors, ce n'est pas forcément, je dirais, le modèle absolu et ultime, hein. Il y a quelques points à discuter là-dessus, hein. C'est que dans le système informatique de l'université, il y a un petit drapeau qui s'affiche à côté du nom de chaque étudiant lorsque le professeur consulte sa liste d'étudiants, hein. Évidemment, l'objection que l'on sort immédiatement, c'est quid de la vie privée, quid des règlements de privacy, etc. Bref, c'est vrai, mais en fait, on peut résoudre le problème par une pirouette, c'est de demander à l'étudiant lui-même, hein, de mettre en place ce petit signe, hein. Donc, si c'est la personne elle-même qui met ça en place, hein, donc on ne peut pas opposer la vie privée à la personne elle-même, quoi, hein, vous voyez, donc bref. Et l'expérience montre que quasiment aucun étudiant ne refuse, hein. Sur des centaines et des centaines d'étudiants, je crois qu'on n'a pas de refus, quoi, hein, voilà. Donc, peut-être que ça peut faciliter, hein, la prise de conscience de certains professeurs qui n'avaient pas forcément le handicap en tête, quoi, hein. Mais de façon générique, s'il y a quelques professeurs un petit peu grincheux, hein, il y en a, hein, eh bien, il est du devoir, hein, d'un certain nombre d'acteurs de l'inclusion de venir à leur rencontre, de leur parler, d'évoquer ces choses-là. Et je crois que d'année en année, on peut vraiment aboutir à une meilleure culture de l'inclusion, hein, sur le plan universitaire, hein, pour quasiment tous les étudiants, hein. Donc, à titre personnel, c'est plutôt, on va dire, cette approche presque discrète de l'inclusion que j'ai tendance à privilégier, hein. Je ne suis pas convaincu que les actions coup de poing, quoi, hein, vous voyez, de type on kidnappe le recteur, etc., que ce soit la bonne stratégie, quoi, hein. Mais bon, c'est mon petit avis. Donc de valoriser aussi l'engagement, particulièrement dans la carrière universitaire, des personnes, des professeurs, du personnel qui fait cet effort vis-à-vis des personnes TSA. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions. Il y a Alexandra Bézier qui a levé la main en premier, suivi de Michel Rappelli. Je vous propose de désactiver votre micro et de simplement poser votre question. Bonjour,
c'était très intéressant. J'aimerais dire que j'enseigne à l'EPFL et dans mon cours, parce que vous avez dit qu'on devrait les reconnaître. Et du coup, ce soir, je participe en tant que maman et en tant qu'enseignant à l'EPFL. Et je croyais aussi que je pourrais détecter des personnes avec TSA, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Et dans mon cours de 140 étudiants, j'avais 2 étudiantes qui ont dû s'annoncer eux-mêmes. Et j'étais vraiment triste que j'ai su qu'à la fin du semestre, parce que j'aurais pu mieux les intégrer. Et une, je passais 4 heures avec elle toutes les semaines et je ne me suis quand même pas rendu compte. Du coup, je veux aussi nous tous rappeler que le TSA au féminin, c'est un tout petit différent et peut-être c'est peut-être pas assez d'attendre que tout le monde détecte et voit tout seul. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième question... Et je me permets de compléter, ça rejoint des commentaires qu'on a sur le chat, et c'est pour ça que je le mentionne, Joseph. Une personne qui dit « Quid des étudiantes qui ont des stratégies de camouflage ?» Voilà, pour compléter, pour que tu puisses répondre ensuite. Oui, là, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus pour nous avertir de ça. Et la question de moi, c'était, j'ai trouvé très intéressant cette idée que vous avez mentionnée du Columbia University d'avoir des cours un peu peut-être pour la vie, mais là, j'aimerais nous questionner tous. Est-ce que c'est vraiment un cours qu'on veut donner à l'université ou est-ce que ça ne serait pas un cours qu'on devrait offrir de la société, que c'est pour tout le monde, parce que là, on va toucher que très peu d'autistes. Voilà, c'était ma question. Ou est-ce que ce n'est pas une association comme Autisme Suisse Romande qui devrait faire un cours comme ça, par exemple? Merci. Merci beaucoup. Alors, par rapport à votre deuxième point, et merci de l'avoir soulevé, j'allais dire, peu importe qui réalise les apprentissages de ce type, mais il me semble utile, voire nécessaire que ces apprentissages soient faits. Bien entendu, on pourrait rêver que les apprentissages fondamentaux soient proposés à toutes les personnes qui en ont besoin. Mais les associations, avec tout le respect dû, sont relativement faibles par rapport à l'immensité des besoins. Et donc, puisque nous parlons de l'université, à mon avis, il serait utile que l'université, d'une façon ou d'une autre, prenne en compte ces aspects-là. Pas forcément en créant des cours intégrés dans le cursus habituel avec des notes et le frigo est tenu avec une note de 5 sur 10. Ça me semble un peu étrange, mais que ces formations soient proposées d'une façon ou d'une autre. Et cela fait d'ailleurs une sorte de transition avec votre première question. À mon avis, les meilleurs apprentissages de ce type sont des apprentissages qu'on propose de façon amicale, non stigmatisante, et des apprentissages, des solutions que l'on propose à la personne sans qu'elle-même n'ait eu à les exiger de ces aménagements. Voyez, parce que le principe des gens les plus exclus et les gens autistes vraiment exclus font partie du lot, c'est que ces gens-là ne réclament jamais rien. Voyez? Donc, si on attend que ce soit les étudiants en question qui fassent les démarches, qui exigent ceci ou cela, mais en fait, on entendra toujours les personnes qui en fait fonctionnent de la façon la plus, entre guillemets, socialement normale ou attendue. Et on mettra toujours à l'écart les personnes les plus gravement exclues. Voyez, ça me frappe toujours. Voyez, vous avez des personnes très lourdement handicapées qui ne réclameront jamais rien
hein. Et même peut-être à un niveau, on va dire, plus faible de handicap, hein. Je connais personnellement des étudiants qui sont totalement aveugles ou totalement sourds, quoi, hein, qui mettent un point d'honneur à refuser de demander quoi que ce soit, quoi. Voyez? Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ces étudiants. Mais ce qu'on peut imaginer de faire, c'est de proposer discrètement et efficacement des solutions, quoi, hein. Donc, qui ne demanderait pas que l'étudiant soit lui-même son propre avocat, hein. Et dans le monde de l'autisme, ce point-là est particulièrement sensible, je crois, hein, parce que si on veut vraiment inclure, hein, les personnes qui sont les plus éloignées de la vie sociale, hein, les plus éloignées de l'université aussi, hein, là, il y aura clairement, hein, quelqu'un qui devra prendre la parole à la place des gens pour, par exemple, négocier avec les profs, pour, par exemple, imposer tel ou tel type d'aménagement à l'université, hein, voyez? Donc ça, c'est, je crois, un point, alors je ne l'ai pas mentionné, honte à moi, hein, mais dans certaines universités à travers le monde, il y a un système où c'est à chaque étudiant de contacter ses profs et de leur dire, je veux, par exemple, ceci ou cela, hein, typiquement du temps supplémentaire. Bon, entre nous, le temps supplémentaire, ce n'est en général pas ce que les autistes attendent, mais bon, passons, quoi, hein. Mais si on pense que c'est à l'étudiant de se faire son propre avocat, je crois que là, on n'a pas réussi l'inclusion, quoi, hein. Toute la difficulté, c'est de comment on va répartir les ressources. On a des ressources d'inclusion qui sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas illimitées. Si on les répartit en fonction de qui crie le plus fort, on n'aboutira certainement pas à l'inclusion des personnes les plus exclues, quoi, hein. C'est un petit peu un point de regret, quoi, hein. Vous voyez, il m'a été donné de participer à toutes sortes de rencontres internationales avec des universités, vraiment de tout ce qu'il y a de plus chic au monde, hein, en anglais, tout ça. Il était question de diversité, d'inclusion, quoi. Donc pendant des heures et des heures, hein, certaines des meilleures universités au monde vous parlent d'inclusion, de diversité. Mais en fait, il n'est pas dit un mot, hein, du handicap et certainement pas du handicap lourd, quoi, hein. Et comment faire, hein, pour que cette, je dirais presque vision de la société du spectacle, où c'est celui qui est le plus visible et le plus audible qui obtient, on va dire, les ressources d'inclusion, hein, comment faire pour que cette société du spectacle-là ne mette pas à la porte, hein, finalement des gens les plus à la marge, hein. Ça, c'est une préoccupation que j'ai. Alors, par rapport... Oui, Joseph, pardon, oui, donc il y a beaucoup de questions dans le chat sur ce oh, point. désolé, J'aimerais oui. bien que tu précises pour répondre aux questions. Beaucoup de questions sont autour, mais alors comment? En effet, c'est difficile d'initier la demande. Il y a des personnes qui s'épuisent. Il y a tout. Il y a aussi ce que tu disais avant, la mécanique administrative, renouveler les demandes. On voit que ça ne marche pas. Mais concrètement, parce qu'il y a beaucoup de demandes très concrètes, qu'est-ce que tu proposerais déjà pour la partie initier, me déclarer, obtenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut tout simplement qu'il y ait un professionnel qui connaisse très bien chaque étudiant, hein, et il faut que ce professionnel-là puisse passer du temps avec chaque étudiant et que ce professeur fasse partie du corps professoral, avec un crédit temps que chaque étudiant handicapé pourrait avoir. Alors, en Belgique, chaque étudiant handicapé dispose de 450 heures par an. Hein, pour certains handicaps, c'est doublé, quoi. C'est quand même beaucoup, hein, 450 heures par an. Et donc, avec ce crédit temps-là, hein, on peut tout à fait avoir, on va dire, cet avocat privé, quoi, pas à domicile, mais en tout cas proche de chez soi, quoi, hein. Et ça, je crois que rien ne remplacera, hein, le fait que quelqu'un dans l'université, quelqu'un qui, on va dire, est ancré, hein, dans les rouages de l'université, soit près de vous, plusieurs heures par semaine, hein, qui sache comment est-ce que vous habitez, comment est-ce que vous vivez, quoi, hein, comment est-ce que vous vous déplacez pour arriver en cours.
hein. Ça me semble incontournable, hein. Il n'y a aucun mécanisme, on va dire, logiciel ou administratif qui pourrait court-circuiter, je crois, cette étape-là, quoi. Voyez? Ah, bien sûr, ça demande des ressources, hein, mais pas forcément tant que cela, hein. Aussi, quand on considère les ressources considérables destinées à l'éducation d'un être humain moyen, hein, pendant son enfance, hein, sa adolescence, ce sont des sommes de temps et d'argent considérables, hein. Ces 450 heures ne sont pas tant que ça, hein, je crois, hein. Donc, à titre personnel, peut-être que je suis vieux jeu, hein, mais je suis convaincu que cette présence humaine directe est incontournable. Ça, c'est... Oui. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait que ce soit, au fond, des heures d'accueil à bas seuil, porte ouverte, par une personne au sein de chaque faculté, puisque tu as quand même insisté sur le fait que l'enseignant doit aussi être compétent dans le domaine. Ça ne peut Tout pas à être fait. un prof de Tout à fait. psycho qui fait l'accompagnement dans Absolument. la fac de mathématiques. Absolument. Et une personne qui relance l'étudiant. Voyez, parce que, encore une fois, les étudiants autistes les plus exclus ou les plus lourdement handicapés ne vous solliciteront jamais, quoi. Donc, si vous, en tant que professionnel, depuis 3 jours, vous n'avez pas de nouvelles, ça, il faut être proactif. Il faut aller vers l'étudiant. Pardon. Et puis encore une de questions qui ressortent. Il y a M. Rappelli qui a demandé la parole, mais puisqu'on est dans la foulée, il y a beaucoup de questions sur la qualité, comment on peut dire ça, la typologie plutôt des mesures. Est-ce que finalement, il faut avoir des mesures spécifiques TSA ou un catalogue de mesures, ou finalement, ce n'est pas si important que ça? Est-ce que tu peux te prononcer par rapport à ça? J'allais dire, il y a des mesures un petit peu génériques, hein, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Quelles sont concrètement? Essayons de faire une petite liste et vous verrez, elle est très courte. Essayons de faire une liste des mesures génériques qu'on peut proposer à l'échelle d'une université pour des étudiants handicapés. Qu'est-ce qu'on proposera? Ben, on proposera du temps supplémentaire, on proposera par exemple à l'étudiant de pouvoir avoir un système protectif pour les oreilles pendant les cours ou examens. On proposera par exemple, que sais-je, un logement pas trop loin. Mais vous voyez, en termes de mesures génériques, on ne pourra pas aller plus loin que ça, quoi. Voyez? Donc, dès lors, ce qui me semble fondamental, c'est non pas, j'allais dire, de trouver une sorte de package autiste, quoi, hein, qu'il y aurait une sorte de liste de mariés, première mesure, deuxième mesure, etc., qui de toute façon ne pourra pas être mise en œuvre telle qu'elle, mais de faire en sorte que pour tel cours et tel prof concret, l'étudiant puisse suivre le cours. Vous voyez? Et donc, négocier pour chacun des cours, pour chacun des étudiants, du moins ceux qui sont les plus exclus. Hein, parce que après, bon, excusez, mais si l'étudiant parvient à fonctionner, il y aura un moindre volume d'accompagnement, c'est normal, hein, et voilà. Donc, il y a pour les personnes les plus exclues, hein, je crois, un volume particulier important d'heures à prévoir, hein, et négociation pour chaque cours, pour chaque professeur, de comment est-ce que la matière sera présentée, de vérifier si l'étudiant est en mesure, hein, de lire, de percevoir, hein, l'enseignement pour tel cours, hein. Et si ça ne va pas, il faut absolument ajuster le tir dès la première semaine de cours. Il faut voir le prof, chacun des profs, et discuter de la situation de l'étudiant en présence, si possible, de l'étudiant en question. Vous voyez, donc, il y a un sacré boulot proactif, hein. Et donc, oui, c'est très exigeant, mais ce n'est pas impossible. Est-ce que, juste une question qui est posée, il faut déplafonner la durée des études possibles? Absolument. J'aurais dû le dire, excusez-moi. Mais quand on est autiste ou quand on est handicapé, je pense encore une fois lourdement handicapé, il y a une toute autre temporalité, hein. Parce que, bon, ce que je vais dire est terrible, hein, mais il y a un certain nombre de gens qui, de façon réaliste, ne travailleront pas
comme n'importe qui, quoi. Hein, voyez? Donc, dès lors, l'université devient souvent, hein, pour un certain nombre de personnes, je pense même pas forcément à des étudiantistes, l'université devient une sorte de maison, quoi. Hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. Après tout, au long de son histoire, l'université était une maison pour les gens. Hein. On était jusqu'au début du XXe siècle, on n'était pas 4 ans à l'Uni, quoi. Hein. On passait 30 ans en tant qu'étudiant. C'était normal, hein, l'université. Hein. L'université, c'était un mode de vie, quoi, pendant la presque totalité de l'existence de l'université. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas anormal, hein, en soi, quoi. D'autre part, par rapport aux étudiants autistes, cette fois, l'apprentissage des compétences, on va dire, de l'âge adulte prend beaucoup plus de temps. Je serai un peu caricatural, mais ce qu'un étudiant non autiste de 18 ans maîtrise, il faudra par exemple attendre 25 ans, 30 ans d'âge, hein, chez un étudiant autiste pour qu'il ait le même type, on va dire, d'aisance sociale. Si l'université permet d'apprendre cette aisance sociale, je trouve que c'est génial, quoi. Hein. Voyez, après tout, soyons honnêtes, chers amis, et je crois que beaucoup d'entre nous avons fréquenté l'université à un titre ou à un autre, hein, parmi les personnes présentes. Est-ce que réellement les détails et subtilités historiques ou algorithmiques que nous avons apprises lors de nos études nous servent dans notre vie quotidienne? Voyez? Donc, si on peut apprendre, quitte à y rester plus longtemps, quitte à étaler, hein, sur 2 ans, une année, je pense que c'est tout à fait, d'ailleurs, c'est une mesure, hein, qui me semble fondamentale pour les études de beaucoup d'autistes, de pouvoir séparer sur 2 ans, une année, quoi, hein, de pouvoir rester plus longtemps que d'autres, hein, à mon sens. Joseph, je vais passer la parole à Michel Rappelli pour commencer. Merci beaucoup, Monsieur Chovanec, pour vos explications et pour la manière dont vous présentez tout ça, même d'une manière un peu taquine d'ailleurs. Et en restant sur cet élément taquin, est-ce que vous avez réussi à discerner si je suis autiste ou pas? Non, mais là, je vous taquine. Hein. En fait, je suis Asperger au potentiel. Je suis étudiant à l'université malgré mon âge. Et justement, ça me permet de venir sur le deuxième point de votre introduction, parce que vous parliez des grands adultes autistes. Hein, et moi, j'aimerais faire une réflexion sur, non pas les grands adultes autistes, mais les adultes qui ont encore un grand enfant en eux et qui étudient à l'université. Parce que ça crée un problème que je trouve très important. Ces personnes qui, comme moi, étudient à l'université, je suis étudiant, ça va bien, mais je n'ai pas ce rapport à l'autorité qui est en face de moi, qui devrait être le rapport à l'autorité. Je vais encore schématiser, ou plutôt taquiner, puisque vous êtes habitué à ce langage-là, mais le prof, c'est mon copain. Et donc, il y a un rapport qui est faussé. Mais le prof, il ne le voit pas que je suis autiste. Il ne le voit pas que je suis Asperger. Donc, il se dit, mais ce gars-là, il me provoque. Mais ce gars-là, il me néglige. Mais ce gars-là, il n'est pas respectueux vis-à-vis de moi. Et ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, en fait, il y a effectivement les enfants autistes dont vous avez parlé au début, et je vous remercie. Je pense que c'est très important de prendre ça rapidement. Il y a les adultes qui sont je veux dire, clairement compris comme étant des adultes autistes, mais il y a ceux qui ont un grand enfant dans un esprit d'une personne adulte et pour lesquels, je dirais, il y a un flou qui est peut-être très artistique, mais enfin qui n'est pas très facile à décerner dans le contexte de l'université et pour lesquels ça vaudrait la peine de mettre de créer une réflexion, voire même une stratégie. Merci beaucoup pour votre propos. Vous savez, avoir cet esprit enfantin est fondamental. Hein, c'est ce qui permet de rester sain d'esprit, tant que peut se faire. En allemand, il y a un concept génial pour désigner ça. C'est ce qu'on appellerait, par exemple, la Knabenphysik.
voyez, la plupart des concepts qu'on utilise en physique moderne sont en fait des inventions d'ados bizarres qu'ils ont imaginées au cours de leur divagation, quoi, hein. C'est tout à fait étonnant, d'où le concept de Knabenphysik, au sens que telle ou telle discipline a été en fait inventée par ces enfants, alors enfants attardés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut avoir l'esprit très joueur, hein, pour avoir une forme de créativité, hein. Et c'est pour cela que ça me semble essentiel d'avoir cet esprit enfantin pour être de façon correcte à l'université, hein. Donc ça, c'est déjà un point, quoi. Un deuxième point dans votre intervention, je crois qu'il y a une erreur très grave qui a été commise ces dernières décennies, celle de croire que l'université serait l'apanage des, on va dire, très jeunes adultes. L'idée, donc, on devient adulte, puis on va à l'Uni, on y reste 3, 4, 5 ans, on sort avec un joli diplôme et on va travailler. Ça, pardonnez, c'est une invention très récente, quoi, hein. L'université n'a pas du tout été construite historiquement pour ce type de mission-là, quoi, hein. Vous voyez, évidemment, hein, on ne peut pas bouleverser les sociétés occidentales comme cela, mais on devrait garder à l'esprit cette possibilité que des gens puissent, on va dire, venir à l'Uni à tout âge et puis y rester peut-être, que sais-je, longtemps, quoi, hein. C'était ça la fonction, on va dire, de l'université, que sais-je, au Moyen-Âge, à la Renaissance ou encore après, quoi, hein. Un troisième point, la question de l'autorité du professeur, hein. Alors, pardonnez si je vais à contre-courant de certaines idées reçues. Historiquement, à l'université, le professeur n'avait quasiment aucune autorité. Voyez, l'élément clé, hein, des cours, hein, c'était la fameuse disputatio. Hein, la disputatio, c'était quoi? Le professeur était là pour accueillir les étudiants. Éventuellement, il disait le mot de la fin, hein, une sorte de synthèse, hein, mais le cours, la teneur même du cours était faite par les échanges entre étudiants, quoi, hein. Alors, il peut bien sûr y avoir une sorte de tenue d'apparat, hein, que le prof peut avoir, hein, mais il ne faudrait pas croire que la situation normale de l'Uni soit qu'un prof annonce un texte comme ça et que les autres écoutent, quoi, hein. Vous voyez, c'est ce modèle-là de l'université, je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui, je crois, a fait le succès de certaines universités américaines, hein, notamment à l'âge d'or, hein, je veux dire quelque chose entre les années 1930 et 1960. C'était cette idée de casser la hiérarchie, quoi, hein, et que le prof, c'est quelqu'un que vous appelez par son prénom, quoi, avec qui vous allez manger, avec qui vous rêvassez sur vos idées, parfois les plus folles de Knabenphysik, hein, justement, quoi, hein, voilà, hein, la physique des sales gosses, quoi, hein, pour essayer une traduction en français, quoi, hein. Et donc, c'est ça ce qui a permis une certaine productivité, hein. Et les universités extrêmement hiérarchisées, extrêmement rigides, à mon sens, ne sont pas les plus optimales, quoi. Par rapport aux questions de diagnostic, pardonnez de dire avec une boutade, un principe de vie que je m'impose, c'est de ne jamais faire de diagnostic comme ça à des gens vivants, quoi, hein. Je veux bien diagnostiquer les schtroumpfs ou la panthère rose, mais les gens comme ça, non, je ne suis pas. J'ai mes petites idées sur les gens, mais je ne verbaliserai rien, quoi. Voilà. Merci. Pardonnez si je n'ai pas bien répondu à vos remarques. Joseph, on a une question de Laurence Offrère. Laurence, on ne vous entend pas. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi. Voilà, je suis avec ma collègue psychologue aussi. Nous sommes tous les deux psychologues. Moi, je suis psychologue spécialisée en psychothérapie. J'allais dire, les personnes autisme sont venues à moi. Je n'ai pas été les chercher, mais parce que nous travaillons avec une population de personnes TDAH.
Donc, évidemment, moi, on travaille avec des adultes et des adolescents, mais à la base, vraiment des adultes. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que parmi cette population de TDAH, en fait, je découvrais beaucoup de personnes qui ont un trouble autistique. Et donc, je me suis vraiment intéressée à la question. Personnellement, je travaille peut-être, comme on dit, out of the box, hein, donc de manière un peu originale et créative. Donc, je suis extrêmement contente de vous avoir entendu, Monsieur Chovanec, parce que je vous apprécie beaucoup. J'apprécie surtout au-delà de la technique thérapeutique, moi je trouve ce qui est important, c'est l'humanisme. Et puis je pense qu'on en manque beaucoup dans notre société actuelle, c'est un petit peu dommage. Et je pense que c'est vraiment important effectivement de travailler avec ces personnes, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de souffrance. Maintenant, j'ai des jeunes étudiants qui sont justement à l'université et qui ont des gros problèmes de travailler, d'organisation du travail et même d'extraire à l'intérieur de leurs cours ce qu'ils doivent apprendre, etc. Donc, et je pense que je suis assez contre même si je comprends qu'on veut amener des coachs ou des gens qui vont coacher ou des gens qui vont essayer d'intervenir, je pense que c'est extrêmement important de prendre des choses extrêmement personnalisées pour chaque personne autiste qui a vraiment des difficultés extrêmement variables. Et je vois, pour avoir différentes personnes qui sont à l'Uni, ils ont eu des besoins vraiment très spécifiques pour qu'ils puissent arriver à travailler. Donc, c'est ça que j'essaye d'apporter auprès de ces personnes. Et puis, parce que sinon, ils n'arrivent pas à faire leurs études. Mais ça va aussi aller les chercher un matin à 7 heures du matin parce qu'ils ne peuvent pas se lever de leur lit tellement ils sont angoissés. Et ça m'est arrivé d'aller les chercher à domicile pour qu'ils puissent prendre le train. Voilà. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qu'il faut intégrer. C'est pas seulement… Enfin, et pour ça, je pense qu'il faut avoir des approches extrêmement personnalisées. Et je vois bien, quand je vois tout ce que je vois maintenant dans la consultation, que le travail, il est immense. Et nous, on va faire des choses un peu modestes, on va dire. Mais je suis convaincue qu'il faut être extrêmement personnalisé et regarder vraiment quelles sont les difficultés très précises et apporter des choses personnalisées. Et je pense aussi qu'on oublie aussi que il y a souvent des confusions de diagnostic, donc il faut faire attention aussi à ça. Hein. Et puis, voilà, enfin, je pense que c'est important d'aller dans ce sens-là. Et puis de sortir du cabinet. Enfin, moi, je prône ça, quand on ne peut pas rester dans nos cabinets pour faire de la thérapie. Il faut qu'on aille à l'extérieur, il faut qu'on aille vers les gens, il faut qu'on sorte, quoi. Les gens ne viendront pas forcément à nous spontanément. Et puis, quand on les a en thérapie, il faut vraiment qu'on les coache sur plein de choses, quoi. Ça peut être la gestion de l'argent, l'organisation administrative, les papiers, enfin, tout le truc administratif qui est un enfer pour certaines personnes. Voilà. Joseph, tu veux répondre à ces… Pardon, ouais, je monopolise un peu la parole, excusez-moi. Non, mais vous avez beaucoup de choses à dire. Mais je suis très contente de pouvoir partager ça, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Hein. Merci beaucoup pour votre application. Je trouve essentiel, en effet, cette personnalisation des solutions, quoi. Il y a cette tentation presque marketing de chercher à acheter, par exemple, un outil magique, payer $5 000 pour la grille magique de l'inclusion des autistes. Mais ceux qui vous vendent ça, ce sont des escrocs, quoi. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de, on va dire, canevas magique avec des solutions appliquées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe en termes de contact humain. Il faut, j'allais dire, passer beaucoup de temps avec les gens, quoi. Et sur la question des diagnostics, là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en le disant, mais soyons honnêtes quand même. Les catégories psychiatriques changent beaucoup et vite. Voyez. Même la catégorie d'autisme, excusez, il y a 10 ans,
le mot autisme ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. C'était même un sens très différent, quoi, hein. Et donc, c'est normal, hein, ce n'est pas un scandale, hein, c'est normal. Toutes les catégories, on va dire, dans cet univers-là changent et ont des inflexions au cours du temps, hein. C'est simplement, il faut avoir peut-être une forme d'humilité intellectuelle pour accepter que ces grilles de lecture de l'être humain, que sont les catégories médicales ou autres, ont une forme, on va dire, de fluctuation, d'évolution au cours du temps, quoi, hein, voilà. Donc, il est plus intéressant, non pas de chercher à catégoriser par je ne sais quelle case ultra fine telle ou telle personne, mais plutôt de connaître cette même personne, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan humain aussi. Merci beaucoup. Joseph, voilà, je t'ai coupé. J'aimerais passer la parole à Roland Ifler qui nous a aussi fait un commentaire dans le chat et je le reprends ici parce que je pense que c'est un commentaire assez fondamental. Il dit notamment que le problème souvent évoqué par les professionnels est la question de l'égalité de traitement. Alors, des professionnels enseignants en général, hein, pas qu'à l'université. Donc, comment est-ce qu'on sort de la dialectique compensation des désavantages versus égalité de traitement? Et je laisse aussi Roland compléter par rapport à sa question. Roland, il faut ouvrir le micro. Voilà. Alors effectivement, parce que je suis confronté régulièrement à cette problématique-là, pas uniquement au niveau université et d'autres types de formations plus élémentaires, où on perçoit bien que la notion de rapidité d'acquisition, on est en phase d'apprentissage, la question de compréhension, vous évoquiez avant le fait qu'on pouvait avoir deux types d'entrées, une entrée visuelle, une entrée auditive. Une entrée visuelle, ce n'est pas forcément des petits dessins, ça peut être de l'écrit. Plus on est haut, plus l'écrit va pouvoir être intégré. Mais cette notion de pouvoir donner le temps nécessaire, de pouvoir éventuellement même avoir des aides, des accompagnements qui sont de proximité est également importante. La notion qu'on peut évoquer de coach, il faut qu'on soit très attentif au fait que le coach n'est pas la personne qui pilote, elle reste le copilote. Et il vaut mieux deux cerveaux qu'un, je pense. Par contre, effectivement, il faut bien voir comment le premier cerveau, donc celui qui apprend, se trouve dans une impasse ou se trouve dans une difficulté d'extraire le sens et de comprendre un certain nombre de choses. Or, si tout le monde va à la même vitesse, parce qu'effectivement, il y a un timing qui est donné, alors on risque le grand échec. Alors pour moi, l'image que je donne la plus simple, c'est que si vous regardez les grands jardiniers qui s'occupent de propriétés et qui vont soigner les plantes, des arbres ou toutes les espèces végétales qui s'y trouvent, lorsqu'ils voient une plante en difficulté ou lorsqu'il sait que celle-ci va devoir prendre plus de temps, eh bien, il s'en occupera pour permettre effectivement à la croissance et au développement de se mettre. Et ces éléments-là, effectivement, je ne les rencontre pas actuellement et on doit souvent se battre vraiment pour défendre, pour demander. Effectivement, certains élèves ont pu l'obtenir, d'autres n'ont pas du tout obtenu, d'autres, ils sont au milieu de leur progression, on stoppe toutes les aides et on s'arrête au point de départ. Je suis effectivement choqué par ce genre de pratique. Et je dis souvent, par comparaison, j'ai commencé relativement tard les arts martiaux. Je me suis mis dans une classe où j'avais des ceintures noires, des ceintures marron et des ceintures rouges. Moi, j'étais sans ceinture. Bien, j'espérais qu'on pouvait me donner les aides nécessaires pour que petit à petit, j'acquière les ceintures. Au moment où j'acquiers une ceinture, je sais que je peux passer à la prochaine. Que ça me prenne une année, 2 ans, ce n'est pas la question. Le processus d'apprentissage est nécessaire. Donc oui, ces éléments-là, je pense, nous posent des défis au niveau des lieux de formation, au niveau des directions, parce qu'effectivement, c'est tout le temps la même réponse, il faut une égalité de traitement.
pour moi, la question d'égalité de traitement, elle est liée de donner des chances à chacun d'obtenir la cible qu'il doit atteindre. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir soulevé ce point fondamental qui, en effet, revient souvent dans les discussions que l'on a avec tel ou tel professeur. Donc, peut-être, si vous voulez, il y a deux types de réponses. Alors, il y a la réponse, on va dire, officielle, celle que donnent les juristes. Et puis, j'essaierai d'esquisser une réaction personnelle qui peut-être c'est un peu surprenante, mais bon, on verra bien. Donc, tout d'abord, la réponse officielle, quoi. La réponse officielle, c'est que, et la formulation varie un peu selon les pays, mais en gros c'est ceci, c'est que la compensation du handicap ne saurait être considérée comme un avantage. Et en général, c'est clairement ancré dans les droits des différents lieux en Suisse ou ailleurs. La formulation varie un peu, mais c'est ça l'idée. Ça, en termes de droit, c'est comme ça que les choses se présentent. Et en effet, on peut se dire que c'est une formulation parfaitement raisonnable et humaine. Si vous avez, pour une raison ou pour une autre, un handicap, c'est que vous avez besoin d'une compensation. Et le mot handicap lui-même, vous voyez l'étymologie handicap, c'est justement cette question, on va dire, dans les courses de chevaux, une sorte de désavantage que l'on donne à certains pour compenser certaines choses. Voyez? Donc, la notion même du handicap appelle la notion de compensation. C'est logique et c'est juridiquement solide. Alors ça, c'est la réponse qu'on vous donnera le plus souvent. La réponse que j'essaie d'articuler par rapport à l'université, quel est, on va dire, le supposé avantage indu qu'on nous oppose parfois? Cette notion d'avantage indu se produit lorsque l'université adopte, je pense, de mauvais schémas de fonctionnement. Je m'explique. Lorsque vous avez un système d'évaluation qui repose sur des QCM, questionnaires à choix multiples, à faire en un temps très limité, alors oui, avoir 1 minute de plus ou de moins, ça fait une différence. Mais, je vous l'accorde, mais est-ce que c'est le bon système d'évaluation des étudiants? Finalement, c'est très nouveau, ça. Maintenant, toutes les universités du monde occidental s'engouffrent un peu dans ce champ-là parce que ça a l'air savant, vous avez des chiffres, ça a l'air objectif, un tel a obtenu tel score, un tel autre a obtenu un mauvais score, et voilà, on dit c'est objectif, le QCM est objectif. Mais est-ce que c'est réellement cela la bonne façon de fonctionner pour une université? Si on s'en tient à un mode de fonctionnement un tout petit peu plus traditionnel, où par exemple les examens se font avec un temps quasiment illimité, vous pouvez passer votre journée si vous voulez, avec tous les bouquins qui vous plairont, quoi, voyez, donc à cours ouvert, comme on dit. Donc dès lors qu'on adopte ce type de fonctionnement-là, la notion d'avantage indu qu'auraient des personnes handicapées disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très intéressant comme schéma. Et que peut-être justement, si l'université acquiert ce réflexe de l'inclusion handicap, donc si elle met en place ces fameux aménagements raisonnables, je prends l'expression juridique, si l'université met en place les aménagements raisonnables, elle devra se repenser pour les autres étudiants, quoi, voyez? Donc, il y a peut-être un côté militant qui, en incluant les personnes, l'université, peut-être, du moins je l'espère, deviendra plus saine pour tout le monde, quoi. Et ça c'est un point qui me travaille un peu l'esprit. Et j'ai en tête toutes sortes de profs, certains qui pratiquent l'évaluation par QCM et d'autres profs qui procèdent un peu, on va dire, de façon traditionnelle, c'est-à-dire une évaluation sans temps réellement délimité, avec une forme relativement libre, quoi. Je pense que la deuxième façon est non seulement beaucoup plus inclusive, mais elle est beaucoup plus réaliste par rapport au futur des étudiants au sens large. Alors, je propose qu'on prenne une dernière question et que tu répondes à cette question. C'est la question de Françoise et qu'ensuite tu nous dises le mot de la fin.
Oui, bonsoir, je vous remercie. En fait, en vous écoutant, je me dis, il faut faire preuve finalement de bon sens et d'intelligence collective. Et je voulais vous demander, parce que moi, je trouve que l'université est confrontée à ce problème, comment on peut articuler d'une façon intelligente et d'une façon adéquate toutes les actions de tous les acteurs qui gravitent autour des étudiants autistes, parce qu'il y a l'administration, il y a les enseignants, il y a les personnes, les professionnels de tout type, qu'ils soient médicaux ou autres. Tous ces gens souvent travaillent autour de l'étudiant parallèlement sans arriver à se parler finalement très bien, alors qu'il faudrait arriver à articuler tout ça. Et je pense notamment aux familles qui sont des soutiens sans faille depuis le début et qu'on met souvent à l'écart sous prétexte que l'enfant est majeur et qu'il n'a plus besoin des familles. Et je trouve ça dommage parce que ce sont des partenaires indispensables. Et donc, ma question est, peut-être j'ai pas été très claire, comment on peut arriver à articuler toutes ces intelligences humaines pour faire une intelligence collective globale qui aille dans le sens bénéfique pour l'étudiant, pour qu'il puisse parcourir ce parcours d'études le mieux possible. Merci, fabuleuse question. Alors, si j'ose peut-être réfléchir à voix haute. Premièrement, les professionnels de l'univers médical. Pour être franc, il est très, très rare sur le plan statistique que des étudiants aient besoin, on va dire, d'une présence médicale significative. Il y a des gens qui ont des handicaps même très lourds et très graves. Bon, peut-être qu'ils voient le kiné une fois, 2 fois par semaine. Bon, peut-être qu'ils ont de temps en temps un suivi médical, mais il est relativement rare. En tout cas, statistiquement, presque totalement marginal que des étudiants aient besoin d'une présence médicale significative au quotidien pendant les heures, on va dire, de fonctionnement universitaire. Donc, je pense que ce n'est pas le cas le plus commun. Ça, c'est un premier point. Par rapport à la présence de la famille, évidemment, je vais tout à fait dans votre sens. La famille joue un rôle indispensable. Mais moi, ma préoccupation majeure, c'est pour les personnes qui n'ont pas de famille. Il y a des personnes qui, par exemple, ont un handicap même lourd, mais qui viennent d'une famille financièrement aisée avec un haut statut social, par exemple de l'aristocratie, enfin, que sais-je. Et donc, ces personnes-là, rien que grâce à ce background familial, auront un bien meilleur parcours d'inclusion. Mais prenons le cas, premièrement, des jeunes adultes de milieux extrêmement défavorisés. Eux, ils n'ont pas ce soutien familial. Donc, dès lors, on devrait penser, j'allais dire, à ce cas-là en tout premier lieu, ou à ces grands adultes, pour reprendre l'expression, qui n'ont pas forcément une présence familiale à côté d'eux. Donc, je crois que ma première et plus vive préoccupation ne serait pas tellement comment dire, de réussir à s'entendre avec les familles, ce qui se passe assez naturellement d'ailleurs, mais plutôt par rapport aux personnes qui n'ont pas ce soutien familial. Par rapport ensuite à l'administration, excusez, je ne veux blesser personne, mais la meilleure administration, c'est celle qu'on fréquente le moins possible. Voilà. Donc, bon, c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais peut-être si votre professeur qui travaille avec vous réussit à expédier la paperasse d'inscription, c'est fait une fois. Bon, peut-être qu'il y aura encore un petit moment au cours de l'année, mais je pense qu'un étudiant ne devrait pas consacrer plus d'1 heure grand maximum par an à ses obligations administratives. Peut-être que je rêvasse, mais dire, ça ne devrait pas être le gros de l'activité d'un étudiant. Voilà. Et par rapport aux profs, justement, l'idée pourrait être que les profs soient eux-mêmes les professionnels de l'inclusion ou qu'il y ait tel ou tel prof qui soit plus spécifiquement acteur de l'inclusion, quitte à ce qu'il soit rémunéré pour cela, quitte à ce qu'il y consacre du temps, quitte à ce qu'il soit déchargé d'une partie de son temps de travail par ailleurs, enfin que sais-je.
hein. Mais ça, je crois que ça, c'est essentiel. Et dès lors, on voit que la problématique de coordination se réduit et se résorbe, hein, peut-être, hein. Mais je crois que le point essentiel dans cette affaire, c'est que c'est la personne en tant que telle qui est le point pivot, hein, de tout l'édifice, quoi, hein, vous voyez. Donc, je ne pense pas que dans la pratique, hein, si le système est intelligemment conçu, il y ait de gros conflits entre telle ou telle instance à craindre, quoi, hein, vous voyez. Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas vraiment connaissance dans une université, on va dire, qui n'est pas à l'âge de pierre, hein, si vous me pardonnez l'expression, en matière d'inclusion. Je n'ai pas connaissance, par exemple, de conflits majeurs entre les parents, entre l'étudiant et tel ou tel, on va dire, professeur d'inclusion. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas le plus fréquent. Et si ce cas se présente, c'est qu'il y a visiblement un souci au niveau de la culture générale d'inclusion, hein, dans l'université, quoi, hein. J'aurais plutôt ce type d'approche-là. Et lorsque on aborde la question, on va dire, du handicap de façon relativement franche, quitte à être abrupte, hein, on est frappé par les bonnes volontés, hein, qui se manifestent, hein, chez les profs, chez les étudiants, chez les autres étudiants, quoi, hein. C'est tout à fait étonnant, hein. Ma boîte mail est pleine de mails de profs qui se demandent s'ils ont été suffisamment positifs par rapport à tel ou tel étudiant handicapé au cours de leur cours de, je ne sais pas, vendredi dernier, je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Ça fait très plaisir, hein, de te voir cela, quoi. Donc, je ne suis pas sûr que le conflit ou la peur du conflit soit la réalité première, quoi, hein. Je ne sais pas. Peut-être que je rêvasse un peu, mais je ne pense pas tout à fait, quoi. En habitude, je suis assez pessimiste, hein. Joseph, Oui. une phrase pour terminer. La phrase pour terminer, elle ne vous surprendra pas. C'est celle que je dis tout le temps, c'est celle de la Constitution fédérale, hein. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Mais je ne comprends pas cette phrase au sens où il faudrait être, on va dire, charitable, hein. Je ne comprends pas cette phrase comme ça, quoi, hein. Donc, ce n'est pas l'idée qu'en étant gentil avec les gens, la société ira mieux. Bon, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas comme ça que je comprends la phrase. Je comprends la phrase au sens où ce sont les gens considérés comme les plus faibles qui ont peut-être le plus à nous apporter. Et l'histoire des universités est tout à fait édifiante à ce niveau-là, quoi. Alors, s'il n'y a qu'une seule référence comme ça à citer, il y a un bouquin de la Renaissance qui s'appelle le Livre des Vagabonds, Liber Vagatorum, quand on veut être pédant. Ce livre-là, il a eu une particularité, c'est qu'il a été préfacé par Luther en personne. Oui, le grand Luther se passionnait pour les vagabonds, quoi, hein. Il a d'ailleurs écrit des lexiques de langue des vagabonds. C'est très peu connu, hein, parce qu'évidemment, on connaît Luther comme le protestant, etc. Mais Luther, et d'ailleurs, je dirais, son profil personnel le poussait tout à fait à ça, quoi, hein. Et donc, dans ce livre-là, le livre des vagabonds, quoi, il y a tout un chapitre, le 6e, qui est consacré aux universitaires, quoi, hein. Les universitaires vagabonds, c'est très savoureux. Alors, c'est écrit dans un style humoristique, quoi, hein, mais génial. Et c'est là qu'on voit que les étudiants de naguère et les profs de naguère étaient vraiment, vraiment des gens tout à fait à la marge, hein, des gens très bizarres qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas accepté à l'université, quoi. C'est assez curieux. Et donc, ce sont justement ces gens-là à qui nous devons beaucoup, hein, dans le domaine scientifique, si on veut, artistique aussi, mais surtout sur le plan humain, quoi, hein. Et donc, travailler avec ces personnes différentes, ces personnes exclues, je crois que ça apporte beaucoup sur le plan humain, quoi, hein. Et beaucoup de gens, de professeurs de nos jours se posent des questions sur le sens de leur travail, hein. J'ai un boulot peut-être bien rémunéré, mais quel sens ça a, quoi? Ben, peut-être que justement ce travail dans le champ du handicap, hein, pourrait
représenter la force de l'être humain et contribuer à créer peut-être un cadre de vie meilleur pour tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Joseph, pour tous tes mots, ton humour aussi. La prochaine conférence aura lieu le 6 septembre par deux personnes que tu connais bien, Gabrielle Blinet et Pascal Marchal, qui sont cofondatrices de Spécialisterne France, et nous parlerons d'une entreprise qui dévoile le potentiel des personnes TSA. Je te souhaite un excellent été, Joseph, et un bon été à tous, et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.